Lina Hadid est chercheuse au laboratoire de physique des plasmas de l'École polytechnique. Elle, le plasma, c'est le plasma interplanétaire qui l'intéresse. Et donc les interactions du vent solaire avec les planètes qui ont un bouclier magnétique, comme Mercure, la Terre, Jupiter, Saturne. On va s'arrêter là. Hein, voilà. Et donc elle a participé à des missions spatiales comme Cassini, qui est terminée. Et aujourd'hui, JUICE vers Jupiter et Bepi Colombo vers Mercure. Et Mercure, donc, c'est le sujet de sa conférence d'aujourd'hui. Je lui laisse la place. Merci beaucoup, Jacques-Olivier. Merci beaucoup pour l'invitation aussi. Donc, je suis très ravie de vous parler de Mercure aujourd'hui. Et donc, je vais parler des mystères de Mercure, des observations qui ont été faites à Mercure jusqu'à présent, et évidemment de la mission Bepi Colombo qui est actuellement en route vers Mercure. Alors, avant de commencer, pourquoi, en fait, c'est une question qui s'est posée plusieurs fois dans ces présentations aujourd'hui, pourquoi on fait des observations, on dépense autant d'argent, autant de temps aussi pour développer des missions spatiales qu'on envoie dans l'espace, alors qu'on peut tout simplement observer les planètes depuis la Terre avec des télescopes. Et la réponse est simple, et ça a été dit par la présentation de Didier Schmitt ce matin, en début d'après-midi. Et en fait, parmi les raisons qu'il a présentées, bien évidemment, il y a les raisons politiques, géopolitiques, économiques, technologiques, mais heureusement, il y a aussi des raisons scientifiques. Et donc, on envoie des sondes spatiales dans notre système solaire pour pouvoir étudier d'une manière précise et détaillée l'environnement de ces planètes, pour essayer de répondre à des grandes questions scientifiques liées à l'univers. Et parmi ces grandes questions scientifiques, par exemple, une de ces grandes questions, est-ce qu'il y a de la vie sur d'autres planètes dans notre système solaire ou dans l'univers? Est-ce que nous sommes seuls dans l'univers? Et comment la vie est émergée sur Terre? Une autre grande question aussi, comment se sont formés le système solaire, les planètes dans notre système solaire et comment s'est formée la Terre en particulier. Et pour pouvoir répondre à ces questions, évidemment, il faut aller explorer de très proche ces planètes, les différents objets de notre système solaire. Et donc là, vous avez une image, une illustration du système solaire avec les planètes, les 4 planètes telluriques dans l'héliosphère interne et les grandes planètes gazeuses géantes dans l'héliosphère externe. Et on a de la chance jusqu'à présent qu'on a pu visiter ces différentes planètes, aussi d'autres objets de notre système solaire. On a pu visiter toutes ces planètes avec des sondes spatiales. Alors, qu'en est-il de Mercure ? Donc Mercure, la voilà, c'est la plus petite planète de notre système solaire et c'est la planète la plus proche au Soleil. Alors, on a estimé donc Mercure, donc ça c'est une image de Mercure qui a été prise par la sonde Messenger, une image qui a été prise en 2008. On a estimé le diamètre de la planète à peu près 4900 km, qui fait à peu près la taille des États-Unis de l'Est vers l'Ouest. Alors, Mercure est 3 fois plus petite que notre planète, la Terre, et à peine plus grande que la Lune. La Terre fait en diamètre 12 700 km à peu près, et la Lune 3 800 km. Alors, si on regarde Mercure et la Lune sur cette image, on pourrait dire que ces deux objets se ressemblent pas mal. On peut voir déjà le diamètre, c'est à peu près pareil. Ces deux objets donc, sont de couleur grisâtre et leur surface est caractérisée par la présence de cratères dus à des impacts de météorites. Mais si on regarde plus attentivement Mercure, vous allez pouvoir peut-être voir, maintenant moi je le vois, mais qu'il y a plus de couleurs que la Lune. Le Mercure, elle est moins grisâtre que la Lune. On peut voir du marron clair peut-être de l'orange, du blanc, du bleu clair. Et si on regarde Mercure, donc ça c'est les vraies couleurs de Mercure, mais avec un contraste amplifié,
on a cette image-là. Donc ça, c'est les vraies couleurs de Mercure, mais avec une amplification, un contraste amplifié. Et ces différentes couleurs, en fait, représentent les différentes compositions de la surface de Mercure. Et on a trouvé que 70% de la surface de Mercure est constituée de métaux et que 30% est constituée de silicates, de roches. Et donc, en fait, finalement, Mercure est plutôt une planète métallique et non pas rocheuse comme la Lune, qui est un satellite plutôt rocheux. Alors, donc, tout comme la Terre, Mercure est une planète tellurique. Donc, elle est constituée de 3 enveloppes principales. On a un noyau au centre, un manteau et une croûte. Alors, à l'opposé de la Terre, Mercure, la croûte de Mercure n'a pas de plaque tectonique. Alors, si vous comparez Mercure à la Terre, vous allez noter que le rayon de Mercure, il est énorme. En fait, il constitue 85% du rayon de Mercure, comparé à la Terre, où le rayon n'en constitue que 55%. Donc Mercure, en fait, c'est une planète extrêmement dense comparée à la Terre. Maintenant, si on compare la densité de masse en fonction de la taille des objets, en incluant la Lune et les planètes, dans notre système solaire interne, on voit très bien qu'il y a une loi théorique qui fait que plus ces objets, la planète, elle est plus grande, plus la densité de masse, elle est grande, plus la taille de ces objets est grande. Ce qui n'est pas le cas pour Mercure. Mercure échappe, il fait exception à cette loi théorique. Et en gros, cette figure montre que Mercure, il est beaucoup trop dense pour sa taille petite. Alors ça, c'est un des mystères de Mercure. Alors, une autre caractéristique aussi extrême de Mercure, c'est son orbite. Donc, comme toutes les planètes, Mercure, il a une orbite elliptique, mais ce qu'on appelle l'excentricité ou l'aplatissement de l'orbite de Mercure est la plus importante de notre système solaire. Ce qui fait que la distance de Mercure varie énormément du point le plus proche au point le plus loin du Soleil. Au point le plus proche, qu'on appelle le périhélie, Mercure est à peu près à 46 millions de kilomètres, et à l'aphélie, le point le plus loin, Mercure est à 70 millions de kilomètres. Alors, vu la proximité de Mercure au Soleil, et donc à cause de la forte force de gravitation du Soleil qui exercée sur Mercure, Mercure va orbiter d'une manière très très rapide, extrêmement rapide autour du Soleil. Mercure va effectuer une révolution complète autour du Soleil en 88 jours sur Terre. Par contre, les journées sur Mercure sont extrêmement longues. En fait, une journée sur Mercure est égale à 176 jours sur Terre. En fait, là, je n'ai pas été très précise. Je parle de journée solaire, ce qui veut dire la différence ou le temps écoulé entre 2 levées de soleil. Et en fait, donc une journée sur Mercure est égale en gros à 2 années sur Mercure. Donc en une journée, on pourrait fêter 2 fois nos anniversaires sur Mercure. En fait, pour vous montrer ça, donc ça, c'est le Soleil. On voit Mercure qui orbite autour du Soleil. Et en fait, pendant que Mercure orbite autour du Soleil, donc quand il va effectuer 2 révolutions complètes, Mercure, il tourne autour de lui-même aussi. Et donc, en 2 années, Mercure, il aurait effectué 3 rotations complètes autour de lui-même. C'est ce qu'on appelle une résonance 3,5, la résonance orbitale 3,5 de Mercure. Et donc, comme conséquence à cette résonance orbitale, en fait, vous allez noter, je ne sais plus, là c'est où sur la vidéo, mais au point le plus proche sur l'orbite, donc au périhélie, la vitesse orbitale de Mercure va augmenter, donc il va être un peu plus rapide qu'au point le plus loin. Et donc, comme conséquence à cette résonance orbitale 3,5 et à cette variation de sa vitesse orbitale par rapport à sa vitesse de rotation,
si on était sur Mercure, on va observer, en fait, au périhélie, une inversion du mouvement apparent du Soleil. Donc, au périhélie, on va observer le Soleil se coucher, ensuite il va se relever et se recoucher. Et ça, c'est une conséquence de cette résonance orbitale 3,5 et des variations de vitesse de Mercure. Alors, une autre conséquence de la proximité de Mercure au Soleil, c'est l'absence d'une atmosphère, ou plutôt la présence de ce qu'on appelle une exosphère. Une exosphère, c'est la couche la plus externe de l'atmosphère d'une planète. Donc, sur Terre, on a une atmosphère et une exosphère, mais sur Mercure, on n'a qu'une exosphère, une couche très très fine, qui est constituée d'atomes d'oxygène, de sodium, d'hydrogène, d'hélium et de potassium. Et en fait, la queue, donc cette exosphère de Mercure, est assez impressionnante. Là, sur des observations, montre la queue de sodium de l'exosphère de Mercure qui s'étale dans l'espace derrière la planète et qui vont s'étaler sur des millions de kilomètres. Ce qui est assez impressionnant, c'est que cette queue de sodium de Mercure, on l'a pu observer depuis la Terre l'année dernière, le 13 mai 2021, par un amateur astronome qui a observé, qui a pris cette image. Et ça, c'est pas une comète ou une étoile filante, mais ça, c'est Mercure. Et on voit clairement la queue de sodium de Mercure qu'on voit très, très clairement depuis la Terre. Alors, d'autres aussi propriétés ou caractéristiques un peu extrêmes de la planète, c'est les températures. Alors, comme Mercure ne possède pas une atmosphère, un des rôles des atmosphères, c'est de diffuser la température à la surface. Et comme Mercure n'a pas d'atmosphère, les températures, en fait, sont extrêmes. Côté nuit, les températures descendent jusqu'à moins 173 degrés Celsius. Et côté jour, ça peut monter jusqu'à plus 427 degrés Celsius. Et en fait, cette position entre, et là je parle que du périhélie, mais cette position entre le Soleil et Mercure, on l'appelle en général comme un grille-pain, parce que des deux côtés, on va chauffer. D'un côté, on a les rayons, la température extrême due au rayonnement solaire, et d'un autre côté, on a les températures aussi très extrêmes dues à la surface de Mercure. Et ça, c'est une des raisons pourquoi envoyer une sonde spatiale à Mercure, c'est pas très facile, parce qu'il faut résister aux températures extrêmes, mais aussi il faut résister à l'attraction gravitationnelle du Soleil. Je mentionnerai ça plus tard. Alors, depuis la Terre, c'est possible d'observer Mercure à l'œil nu, mais c'est pas très facile vu la course rapide de Mercure au Soleil et sa proximité. Alors, j'ai trouvé cette image sur Internet. Malheureusement, c'est pas moi qui l'ai prise. Vous pouvez imaginer qu'il y a un point blanc. En fait, c'est possible de l'observer au crépuscule ou bien à l'aube depuis la Terre. Et donc là, peut-être il y a un point blanc, un peu flou, et aussi un alignement des autres planètes. On voit Vénus, Mars et Jupiter. Il y a le 22 juin cette année aussi, il y a un alignement des planètes du système solaire, mais je n'ai pas trouvé Mercure, du coup j'ai préféré présenter cette image. Alors, évidemment, depuis l'espace, c'est beaucoup plus simple d'observer Mercure. Ça, c'est juste une vidéo qui montre le passage de Mercure devant le Soleil, qui a été capturé par le satellite d'observation solaire SDO. Et bien sûr, on a pu aller très proche à Mercure pour observer cette planète mystérieuse de très près. Alors, la première mission qui a visité Mercure, en fait, c'est une mission de la NASA qui s'appelle Mariner 10. Cette mission a fait que 3 survols de la planète entre 1974 et 1975. Il fallait attendre 30 ans plus tard pour avoir le premier orbiteur qui a étudié plus en détail, donc qui a collecté beaucoup de données autour de Mercure. C'est la mission Messenger, aussi une mission de la NASA, qui a été lancée en 2004 et elle a été insérée en orbite autour de Mercure en 2011. Alors, Mariner 10, donc, comme je viens de dire, c'est le premier satellite à survoler Mercure. Il a effectué 3 survols, mais aussi c'est le premier satellite à utiliser le principe, ce qu'on appelle l'assistance gravitationnelle des planètes. Et en fait, c'est le principe par lequel
on va utiliser la force de gravitation des planètes afin d'économiser de l'énergie et donc de pouvoir modifier la trajectoire du satellite et aussi le décélérer, modifier la vitesse, le décélérer ou de l'accélérer. Et en fait, c'est l'ingénieur et mathématicien italien qui s'appelait Giuseppe et qu'on le surnomme Bepi en Italie. Son nom de famille est Colombo. Donc là, maintenant, vous savez d'où vient le nom Bepi Colombo. C'est lui qui a suggéré que Mariner 10 pourrait passer 3 fois à côté de Mercure sans aucun problème. Et c'était la première fois qu'on utilise ce principe d'assistance gravitationnelle des planètes et qu'on l'utilise beaucoup maintenant. Alors, Mariner 10 a permis de prendre les premières images de la surface de Mercure et elle a montré que la surface de Mercure, elle est criblée par des impacts de météorites. Et l'une des structures que je trouve vraiment les plus impressionnantes, c'est ce qu'on appelle le bassin de Caloris. Caloris, c'est chaleur. Et en fait, Mariner 10 a permis de prendre en moitié, en image, ce bassin de Caloris, qui est un immense cratère qui fait à peu près 1300 km de diamètre. Pour juste vous donner une idée, c'est à peu près la distance entre Paris et Budapest. Ça fait à peu près 1300 km. Et on pense qu'il a été formé par un impact d'un corps géant il y a des millions d'années, ce corps faisant à peu près 100 km de diamètre. Mais, donc, comme vous le voyez sur cette image, Mariner, comme il a fait que quelques survols de la planète, on n'a pas pu avoir une couverture spatiale plus globale de la planète, et donc on a pu photographier ou prendre en image que la moitié du cratère, et que 45% de la planète était prise en image, et donc il restait 55% de la planète qui était encore inconnue. Et une autre découverte faite par la mission Mariner, c'est la présence d'un champ magnétique interne qui est généré par Mercure. En fait, avant les années 70, les scientifiques pensaient que Mercure, vu sa taille petite, ne pouvait pas générer son propre champ magnétique comme sur la Terre. Et là, c'était la grande surprise pour les scientifiques. Donc ça, c'est les premières mesures de champ magnétique. Donc l'axe des Y ici, c'est l'amplitude du champ magnétique en fonction du temps. Les premières mesures de champ magnétique pendant la trajectoire, donc ça c'était la trajectoire de Mariner 10 derrière Mercure, et donc Mariner 10 a passé a traversé plusieurs régions dans la magnétosphère de Mercure. La magnétosphère, c'est la bulle magnétique en gros qui entoure la planète, et on voit sur ces mesures de champ magnétique la traversée de ces différentes frontières. En fait, donc il y a le vent solaire qui est émis en permanence du Soleil. Je vais rementionner ça après. Il y a Milan Maximovic, il a beaucoup parlé de ça ce matin dans sa présentation. Et donc il y a une onde de choc qui va se former autour des planètes, vu que le vent solaire est supersonique. Et donc on va avoir la création de plusieurs frontières en fait autour de la planète. Et là, avec les données du champ magnétique, on voit que l'amplitude soudainement augmente, et ça représente la traversée de l'onde de choc, par exemple. Et donc, c'était la très grande surprise pour les scientifiques de voir que, comme la Terre, Mercure générait aussi son propre champ magnétique. Alors, donc, il fallait attendre. Donc, ça, c'était les découvertes essentielles de la mission Mariner 10. Et donc, il restait beaucoup de points, des questions qu'on voulait. Donc, ça a donné encore plus la motivation d'aller explorer Mercure. Il fallait attendre 30 ans, donc, avec la mission Messenger, pour avoir le premier orbiteur qui va orbiter autour de cette planète. Alors, comme Mariner 10, donc Messenger a pris beaucoup d'images aussi impressionnantes de la surface de Mercure. Donc ça, c'est une image qui a été prise en février 2012. Et en fait, en préparant cette présentation, je me suis rendu compte que si je vous montre la même image, mais verticalement, ça donnait un effet encore plus impressionnant. Donc, donc je préfère la montrer comme ça.
Et aussi, j'ai appris, je ne savais pas en fait, que les cratères sur Mercure, ils ont été nommés après d'architectes, de peintres, d'artistes, comme sur la Lune, les cratères ont été nommés après d'astronautes. Donc, alors, parmi les grandes découvertes donc faites par Messenger à Mercure, c'est la richesse, le fait que Mercure est très riche en matière volatile. Une matière volatile, une substance volatile, c'est un élément qui va s'évaporer rapidement, comme l'eau par exemple sur Terre. Et pour mesurer la présence de substances volatiles, on va mesurer le ratio d'une substance volatile sur une substance non volatile. Et donc là, c'est ce que montre cette axe, c'est le ratio du potassium sur du thorium en fonction, pour les différents objets du système solaire, de l'héliosphère interne, en fonction de la distance au Soleil. Donc là, on voit le ratio pour Mercure, pour Vénus, pour la Terre, la Lune et Mars. Et ce qui était très surprenant, c'est que ce ratio à Mercure est plus ou moins du même ordre de grandeur de la Terre ou de Mars. Il est proche de Mars, mais beaucoup plus élevé que celui de la Lune. Et ça, c'est très surprenant parce que Mercure est très proche du Soleil. Et on pensait qu'on n'allait pas voir de la matière volatile parce que ces matières, ils devraient être évaporées à cause de la chaleur de Mercure. Mais ça a donné en fait une indication sur l'origine de la formation de Mercure. Pourquoi ? Parce qu'on sait en fait que la Lune, elle a été formée par un impact géant. Et cet impact géant a dû extraire de la matière volatile. Et c'est pour ça que ce ratio-là à la Lune est beaucoup plus faible que les autres planètes. Et donc, ça implique que pour Mercure, ça n'a pas été le cas. Donc, on peut enlever peut-être cette théorie que Mercure n'a pas été formé par un impact géant. Alors, il y a des scientifiques ou il y a d'autres théories qui disent que peut-être Mercure, il aurait pu se former à côté de Mars, en fait, une orbite proche de Mars, et grâce à un impact géant, ça l'a repoussé proche du Soleil. Mais aucune de ces théories n'a été confirmée. Alors, d'autres aussi observations qui ont une conséquence importante sur l'origine de Mercure, la formation de cette planète, c'est en mesurant les ratios, par exemple, ici, de l'aluminium sur du silicone en fonction du magnésium sur du silicone. Et on voit ici, on compare ce ratio pour la Terre, Mercure, Mars et la Lune. Et aussi les météorites de type chondrite. Et on a trouvé qu'à Mercure, ce ratio-là est très proche des météorites de type chondrite, et ce qui implique que Mercure, il aurait pu se former en fait à partir de ces météorites-là, qui sont proches de la composition primitive de la nébuleuse solaire, donc très proche du Soleil. Donc ça montre que Mercure, il aurait pu se former aussi directement dans le disque protoplanétaire très proche du Soleil et non pas proche de Mars, comme certaines théories le disent. Alors, d'autres aussi découvertes faites, celle-là indirectement par Messenger, en fait, c'est potentiellement la présence de signatures d'eau vers les pôles nord de Mercure. Et ça aussi, on ne s'attendait pas du tout, parce que Mercure est très proche du Soleil et on ne s'attend pas à voir de l'eau glacée à sa surface. Alors, les premières observations, ils ont été faites par le radiotélescope Arecibo dans les années 90 et qui a en fait qui a observé Mercure. Il a observé une réflectivité de la surface de Mercure anormalement importante, très très importante, proche de l'eau glacée. Et avec les images de Messenger, on a trouvé que ces endroits-là qui étaient caractérisés, donc ces endroits-là sont montrés en jaune, caractérisés par une réflectivité très importante, coïncident à l'intérieur des cratères proche du pôle nord de Mercure. Donc ça, c'est une image de plus près de ces cratères-là et des endroits où la réflectivité est importante.
Et donc, on pense qu'il y a de l'eau glacée à l'intérieur des cratères vers le pôle nord de Mercure. Alors, avant de vous dire comment cette eau glacée elle aurait pu se former, là, ça c'est des observations de topographie en fait de la surface de Mercure. Et vous voyez ces mêmes cratères, à l'intérieur des cratères, il peut faire de moins 5 km en profondeur. Et à l'extérieur de la surface, ça peut être jusqu'à plus 5 km de hauteur. Et à partir de ces mesures de topographie, on peut inférer la température à la surface aussi de Mercure. On a trouvé qu'à l'intérieur de ces cratères, il peut faire moins de 100 degrés, alors qu'à l'extérieur, il fait plus que 280 degrés. Et donc, on pense que cette eau glacée, elle a pu être déposée, en fait, il y a des millions d'années, par des météorites, en fait, qui ont impacté la surface de Mercure. Et donc, ces météorites vont déposer de l'eau glacée sur la surface et donc à l'intérieur des cratères aussi. Les régions qui sont exposées en continu au rayonnement du soleil, donc l'eau glacée va fondre, à l'exception des régions qui sont tout le temps à l'ombre à l'intérieur de ces cratères. Et on pense que c'est comme ça que l'eau glacée a pu résister pendant des millions d'années. Pourquoi dans ces régions, il n'y a pas de rayons de la lumière qui peut rentrer? En fait, c'est dû à la très faible inclinaison de l'axe de rotation de Mercure. Et donc, quand Mercure il va orbiter autour du Soleil, il y a des régions vers le pôle Nord où les rayons du Soleil ne pourront jamais pénétrer ces régions à l'intérieur des cratères. Alors là, je vous montre une vidéo qui va illustrer un peu ça. Donc ça, c'est les cratères vers le pôle Nord. Et vous allez voir qu'il y a des régions qui sont tout le temps à l'ombre quand Mercure orbite autour du Soleil. Et donc, il y a des régions dans lesquelles la lumière ne peut jamais pénétrer. Et c'est comme ça que cette eau glacée a pu rester. Alors, ces signatures d'eau, ça reste toujours une observation. C'est pas encore confirmé à 100%, et on attend de voir avec Bepi Colombo d'observer de près ces régions-là, le pôle sud aussi, parce qu'avec Messenger, on n'a pas pu observer le pôle sud pour confirmer la présence de l'eau glacée à la surface de la planète. Alors, d'autres mystères aussi de cette planète, c'est la présence de dépressions vraiment inhabituelles et uniques dans le système solaire à la surface. Et en fait, ces dépressions qu'on appelle vides ou hollows en anglais, en fait, ils sont observés au niveau des cratères, au centre ou sur le côté des cratères. Et donc là, ça, c'est une autre image où on observe plein de dépressions sur les côtés de ce cratère. Et on pense que ces dépressions-là, ou ces vides, ils ont été formés, ils sont actifs, ils ont été formés en temps réel. Et en fait, ils ont été formés par un mécanisme qui fait déclencher des pertes d'éléments volatiles de la surface de Mercure. Mais on ne connaît toujours pas par quel processus physique ces dépressions ils ont eu être formés. Alors, autre que la dépression, c'est aussi la présence d'escarpements à la surface de Mercure. Alors, ça, c'est une image d'une dépression qui fait plus que 100 km de longueur. Donc, ça, c'est la même dépression, mais sur une vue plus globale. Et ça met en évidence une contraction passée de la surface de Mercure. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, comment la surface de Mercure elle a pu se contracter ou se rétrécir, tout simplement par principe de contraction thermique. Si vous prenez, donc ça c'est une image d'une pomme. Une pomme, si vous la laissez se dessécher, vous allez observer qu'elle va se contracter et vous allez observer, vous n'allez pas plus avoir envie de la manger, mais la peau de la pomme va rétrécir et elle va être caractérisée par toutes ces petites escarpements. Et donc, pour Mercure, il va se contracter aussi parce que son noyau se refroidit.
Et donc, le noyau de fer de mercure, il se refroidit, sa surface va se rétracter. Et on sait que le rayon de mercure, il a rétréci plus que 7 km dans les dernières 3 milliards d'années. Alors, donc en plus des observations faites par Messenger liées à la surface de la planète, à la structure, vraiment liées à la planète elle-même, Messenger aussi a fait beaucoup d'observations liées à la magnétosphère de Mercure. Donc, comme j'ai dit, la magnétosphère, c'est en gros la bulle magnétique qui entoure la planète. Et donc, Messenger a pu prendre en détail des mesures du champ magnétique de Mercure et on a trouvé qu'en fait, l'équateur magnétique de la planète, il est shifté, il est décalé vers le nord et il ne coïncide pas avec l'équateur planétographique. Sur Terre, les deux équateurs coïncident, mais ce n'est pas le cas à Mercure et à Saturne aussi, ce n'est pas le cas. Alors aussi, donc en plus des études du champ magnétique, Messenger a pu aussi étudier en détail les processus dynamiques dans la magnétosphère de Mercure. Donc, comme je l'ai déjà dit, donc notre étoile, le Soleil, elle émet en permanence un flux de plasma non collisionnel qu'on appelle le vent solaire. Alors, ce vent solaire va se propager dans l'espace interplanétaire, il va interagir avec les planètes de notre système solaire. Et donc, on aura une onde, donc ça c'est une simulation qui montre Mercure, et donc ça c'est le plasma autour de Mercure. On va avoir une onde de choc qui va se former autour de la planète, et donc derrière cette onde de choc, le vent solaire va être décéléré et donc comprimé et dévié autour de la planète. La barre de couleur ici représente la densité du plasma. Et vous voyez que derrière cette onde du choc, la densité est très importante parce que le vent solaire va être comprimé et donc la densité va être de plus en plus faible en s'éloignant de cette onde de choc. Et à la frontière, donc là vous voyez, donc à la frontière où on a un plasma très dense et avec une forte densité, avec un autre de plus faible densité, on aura des instabilités, des ondes qui vont se créer à cette frontière-là. Et Bepi Messenger, il a pu étudier en détail les différents types d'ondes qui se propagent dans la magnétosphère de Mercure. Et en particulièrement, en fait, une des ondes ou des instabilités, c'est ce qu'on appelle une instabilité de Kelvin-Helmholtz. Et ça, on peut l'observer aussi dans le ciel, dans les nuages. C'est ce type de structure que vous voyez ici. Et ça, c'est important parce que ça, pourquoi c'est intéressant ou important d'étudier les ondes, les types d'instabilité dans les environnements d'autres planètes, parce que ça nous permet de comprendre comment cette énergie, elle se propage du vent solaire à l'intérieur des magnétosphères planétaires de notre système solaire et particulièrement de la Terre aussi. Et donc, en fait, avec les données du champ magnétique, on peut aussi, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut aussi étudier ce type d'onde ou d'instabilité en regardant les variations ou les rotations du champ magnétique qu'on observe. Alors, donc, autre aussi des études faites par Messenger liées à l'environnement plasma de Mercure, c'est la présence donc, ou la caractérisation de donner la composition ionique de l'environnement de Mercure. Et Messenger a mis en évidence, ils ont trouvé que Mercure, l'environnement de Mercure est caractérisé par la présence donc d'ions, donc il y a des protons, des ions He+, mais aussi des ions lourds comme l'oxygène ou le sodium. Mais comme l'instrument qui a observé ces ions-là, il y avait des contraintes sur la résolution en masse. On n'a pas pu explorer les ions plus lourds que le sodium. Donc, malgré toutes ces découvertes donc faites par Mariner 10, ensuite par Messenger, il reste encore des questions ouvertes dont on n'a pas encore les réponses. Où et comment s'est formé
Mercure? Est-ce qu'il y a vraiment de l'eau glacée sur Mercure vers le pôle Nord? Et qu'en est-il du pôle Sud? Est-ce que Mercure est toujours actif? Est-ce que ces dépressions, si on va les observer avec Bepi-Colombo, si on observe les mêmes dépressions, est-ce qu'on va les voir disparaître ou est-ce qu'ils sont toujours là? Ou est-ce qu'elles ont été modifiées? Et pourquoi Mercure possède un champ magnétique? Mais aussi, quelle est la composition exacte de l'atmosphère de Mercure? Et donc, c'est là où la mission Bepi-Colombo, qui va, on espère, peut-être pas répondre à toutes ces questions, mais révéler ou éclaircir ou faire des nouvelles découvertes liées à ces questions qui sont encore, dont on n'a pas encore les réponses. Et donc, c'est la mission Bepi-Colombo. C'est un projet collaboratif entre l'Agence spatiale européenne, l'ESA, et l'Agence spatiale japonaise, la JAXA. Elle a été nommée après donc l'ingénieur, le mathématicien, le scientifique Bepi-Colombo. Alors, Bepi-Colombo, en fait, j'ai oublié de dire, mais l'idée de la mission de Bepi-Colombo a commencé dans les années 90. Donc, c'était après Mariner 10, dans les années 60, qui a été lancée dans les années 70. Mais l'idée du concept de la mission Bepi-Colombo a commencé dans les années 90. Mais les Américains, ils ont toujours beaucoup plus vite et ils voulaient être les premiers à orbiter autour de Mercure. Et donc, ils ont lancé très rapidement la mission Messenger. Mais on a réussi à lancer la mission Bepi-Colombo en octobre 2018 et elle va être insérée en orbite en fin décembre 2025. Alors, à quoi consiste Bepi-Colombo? Bepi-Colombo est constitué en fait de 2 orbiteurs. Donc, à l'opposé de Messenger, Messenger est un seul orbiteur qui a orbité autour de Mercure. Bepi-Colombo est constitué de 2 orbiteurs. On a un orbiteur planétaire qu'on appelle MPO, pour Mercury Planetary Orbiter. Et donc, cet orbiteur, il va étudier en détail, donc il va orbiter proche de Mercure, il va étudier en détail la surface, la topographie, la morphologie de la planète. Et on a un autre orbiteur qu'on appelle un orbiteur magnétosphérique qui s'appelle MIO, qui, lui, va étudier l'environnement, qui va se focaliser sur l'environnement plasma autour de Mercure. L'orbiteur magnétosphérique, c'est la contribution japonaise, et l'orbiteur planétaire, c'est la contribution européenne. Et donc, pour la première fois, en fait, on va avoir Bepi-Colombo, c'est la première mission planétaire, en excluant les missions autour de la Terre, mais c'est la première mission planétaire avec 2 satellites. Toutes les missions planétaires autour de Mars, Vénus, Saturne, Jupiter sont tous un seul satellite. Et pourquoi c'est important d'avoir 2 satellites? Parce qu'avec 2 satellites, on va pouvoir avoir une couverture simultanée spatialement et temporellement. En fait, et ça c'est extrêmement important pour Mercure. Pourquoi? Parce que Mercure, comme j'ai déjà dit, est très proche du Soleil. Donc, il y a l'effet, le vent solaire, il comprime en permanence sa magnétosphère. Et donc, tous les processus physiques, les variations temporelles sont extrêmement rapides à Mercure. Et donc, avec un seul satellite, si on va prendre des mesures, par exemple, de champ magnétique dans l'environnement de Mercure, avec un seul satellite, si on observe des variations, on ne saura pas dire si ces variations sont dues au déplacement du satellite ou bien sont vraiment des variations dans l'espace. Mais avec 2 satellites, on pourrait distinguer ces variations spatiales et variations temporelles. Et on peut simultanément étudier Mercure de plus près, mais aussi observer en même temps son environnement plus loin. Donc ça, c'est une première différence avec la mission Messenger. Une deuxième différence, évidemment, c'est les orbites de ces satellites. Donc, comme vous le voyez ici, Messenger, en fait, était très proche que vers le pôle Nord, en fait, de Mercure. Et c'est pour ça que la plupart des observations, par exemple, pour la présence de l'eau glacée, ça a été fait vers le pôle Nord. Mais avec Bepi-Colombo, on va pouvoir faire une couverture plus symétrique de la surface de toutes les régions autour de la planète. Une autre raison pour laquelle c'est intéressante,
En fait, rien que le fait qu'on va visiter Mercure des années plus tard, en fait, on va l'observer, même si on va prendre des images des mêmes régions qui ont été observées par Messenger ou par Mariner 10, rien que par le fait qu'on va observer ces régions-là par différentes conditions d'éclairage, ça va aussi ça va ramener beaucoup d'informations, surtout par rapport à la surface ou la morphologie de la surface de Mercure. Là, j'ai pris juste un exemple d'une statue qui a été prise donc avec un flash. Maintenant, si on modifie un peu les conditions d'éclairage, on prend la même image, la même statue, en fait, on va voir énormément de détails. Je remodifie. Et ça, c'est que les conditions d'éclairage qui vont nous permettre de voir beaucoup plus précisément et d'une manière beaucoup plus détaillée ce qui se trouve sur cette statue. Alors là, ça c'est une autre image prise par toujours Messenger d'un cratère. Et la même image prise, je ne sais plus, peut-être quelques mois plus tard, c'est le même cratère, mais avec des conditions de lumière très différentes. Là, on voit très clairement qu'il y a l'escarpement qui traverse ce cratère, alors qu'ici, on ne le voit pas du tout. Et ça, c'est tout simplement dû à des différentes conditions d'éclairage. Ça, c'est juste une illustration des deux orbiteurs. Donc là, on a l'orbiteur planétaire. Il fait à peu près, il était en test à l'Agence spatiale européenne aux Pays-Bas, et il fait à peu près 4 mètres par 4 mètres par 3 mètres à peu près de hauteur. Et ça, c'est une autre image de l'orbiteur magnétosphérique. C'est une sorte d'octogone, en fait, et aussi qui était en test à l'Agence spatiale européenne. Alors, les instruments à bord de Bepicolombo, je ne vais pas faire la liste des instruments, mais sur MPO, sur l'orbiteur planétaire, celui-là, il y a 9 instruments et consortiums, et il y a une participation française importante sur 4 de ces consortiums ou instruments. Donc, on a à bord de cet orbiteur, il y a un magnétomètre qui va mesurer le champ magnétique, mais aussi il y a des spectromètres et radiomètres pour l'infrarouge, pour les rayonnements UV, et des analyseurs de particules aussi neutres et ionisées. Donc ça, c'est pour MPO. Pour MIO, l'orbiteur japonais, il y a 4 consortiums. Et il y a 2 contributions très importantes aussi françaises sur 2 de ces consortiums. Donc sur l'ensemble instrumental pour les mesures des particules chargées, il y a 2 laboratoires, l'IRAP et le LPP, qui ont fourni 2 instruments, et aussi sur l'ensemble instrumental pour les mesures d'ondes plasma, qui s'appelle PWI. Il y a aussi 3 contributions importantes, le LPP, le LPC2E et le LESIA. Et en fait, avec Messenger, on n'avait jamais mesuré, par exemple, les électrons dans l'environnement. Il n'y avait pas d'analyseur d'électrons dans l'environnement de Mercure. Avec Bepicolombo, on va avoir les premières mesures, un analyseur d'électrons dans l'environnement de Mercure. Avec Messenger, on n'avait pas les mesures d'ondes. On n'avait pas d'antenne électrique, en fait, pour mesurer le champ électrique et le champ magnétique à très haute fréquence. Et donc là, avec Bepicolombo aussi, on va pouvoir le faire. Donc les objectifs scientifiques de Bepicolombo, donc maintenant vous les savez, donc c'est une meilleure caractérisation de la surface, la géologie, la structure interne de Mercure, et on va pouvoir voir si 10 ans après Messenger, est-ce que ces dépressions sur Mercure, ils ont été modifiées. Si c'était le cas, ça veut dire que ces dépressions sont vraiment formées en temps réel et ils sont actifs. Aussi, on va pouvoir mieux comprendre le champ magnétique de Mercure, pourquoi cette planète génère son propre champ magnétique, parce qu'on va avoir une meilleure couverture spatiale et temporelle avec les 2 magnétomètres à bord de l'orbiteur planétaire et de l'orbiteur magnétosphérique.
Bien sûr, on va pouvoir mieux caractériser l'environnement de Mercure, parce que jusqu'à présent, donc l'atmosphère de Mercure, c'est une atmosphère et une composition encore très très mal connue. Donc, pour le moment, on sait que Mercure est riche en sodium, potassium, calcium, l'hélium, mais on ne sait pas du tout ce qui est le cas pour les éléments les plus lourds, le fer, l'aluminium, le magnésium. Et ça, on espère. Donc là, je vous montre juste une image du spectromètre de masse ionique. Je vous montre celui-là parce que je suis impliquée sur cet instrument. Et il a été développé et fourni au LPP. Et cet instrument, il va pouvoir, pour la première fois, mesurer ou identifier la composition ionique, donc des ions lourds dans la magnétosphère de Mercure. Et comme j'ai déjà dit, BepiColombo a été lancé en 2018, mais il va être inséré en orbite autour de Mercure en fin décembre 2025. Donc, pendant ces 7 ans, BepiColombo voyage dans l'espace interplanétaire et donc il va faire plusieurs survols pour pouvoir modifier sa trajectoire, sa vitesse et donc pouvoir l'insérer en orbite avec succès autour de Mercure. Donc, en fait, comme Mercure est très proche du Soleil, il faut résister à l'attraction gravitationnelle du Soleil et donc c'est très très compliqué de pouvoir insérer un satellite en orbite autour de Mercure. Donc jusqu'à présent, on a effectué 5 survols. Donc en avril 2020, on a fait un survol autour de la Terre. Ensuite, en 2020, on a effectué un premier survol autour de Vénus. En fait, c'est une caméra qui est installée sur le module de transfert de BepiColombo. Là, on voit le mât. Ça, c'est un mât sur lequel on a les détecteurs, le magnétomètre qui va mesurer le champ magnétique et aussi qui a pris des images. Et donc, on voit la Terre pendant ce survol, premier survol de la Terre. Et là, vous notez, c'est très banal ce que je vais dire, mais je me suis rendu compte qu'en fait, depuis l'espace, en fait, on peut voir la surface de la Terre. En fait, depuis la Terre, on peut voir l'espace, mais aussi depuis l'espace, on peut voir la surface de la Terre, on peut voir les continents, ce qui n'est pas le cas pour Vénus, en fait. Donc ça, c'est aussi une vidéo qui montre un survol autour de Vénus. Et là, comme l'atmosphère de Vénus est extrêmement dense, depuis l'espace, on ne peut pas voir la surface de Vénus. Et donc, si on était à Vénus, on n'aurait pas du tout observé l'espace. Donc, le deuxième survol de Vénus, il a eu lieu l'année dernière, en août 2021. Et là, on a déjà commencé l'année dernière les premiers survols autour de Mercure. Donc, le premier survol autour de Mercure a eu lieu donc en octobre 2021. Le deuxième survol de Mercure, il a eu lieu le 23 juin, donc il y a quelques mois à peu près. On a fait le deuxième tour autour de Mercure. Donc, on va être inséré l'année prochaine. On va faire le troisième survol autour de Mercure. Et donc, on va être inséré en orbite fin décembre autour de la planète. La mission va durer 2 ans. Donc, la fin de la mission va être en mai 2027, mais qui pourrait être potentiellement prolongée de 1 an ou de 2 ans. Là, je vous montre juste une vidéo, vidéo faite par les images observées par BepiColombo pendant le deuxième survol de Mercure. Et c'était vraiment impressionnant parce que pendant ce survol, BepiColombo a survolé donc la planète à peu près 198 km d'altitude. Donc c'était très très proche de la planète. Et même Messenger n'a jamais été si proche de la planète. Donc c'est la première fois, même pendant la phase nominale de Mercure, quand on va arriver à Mercure, on ne va pas être à une altitude si basse. Et donc pendant cette phase, donc là, juste pour dire que le prochain, là, on attend vivement le prochain survol de Mercure en juin prochain, 2023.
Et en fait, pendant cette phase de croisière, Bepi-Colombo, les orbiteurs ne sont pas séparés. Bepi-Colombo, la sonde, elle est dans une configuration particulière qu'on appelle en anglais stacked configuration. Donc, on a le module de transfert qui va transférer les deux orbiteurs, sur lesquels il y a MPO, l'orbiteur planétaire, donc il y est attaché, et on a MIO, l'orbiteur magnétosphérique, il est aussi attaché à MPO. Et on a le bouclier thermique qui va être aussi protégé, MIO, du rayonnement solaire. Mais malgré cette configuration particulière, parce que dans cette configuration, on ne peut pas déployer tous les instruments qui sont sur l'orbiteur planétaire ou l'orbiteur magnétosphérique. Les antennes électriques ne sont pas déployées. Aussi, le magnétomètre, fluxmètre qui va mesurer le champ magnétique à très haute fréquence aussi, il est caché. Les détecteurs de particules qui se trouvent sur les côtés de MIO, sur l'octogone, sur les côtés, aussi, ils vont avoir leur champ de vue obscuré par les différentes parties de satellite. Donc, on n'est pas vraiment dans les meilleures conditions pour pouvoir faire des mesures pendant ces survols ou pendant cette phase de croisière, mais quand même, on peut faire de la science et surtout, c'est important pendant cette phase de croisière, c'est de tester les instruments et de pouvoir les calibrer pour être prêt en 2025 à l'arrivée à Mercure, où là, on n'aura plus le temps de pouvoir calibrer les instruments. La mission va être très courte, en 2 ans, il faut être prêt pour collecter toutes les données sans problème. Et donc, en fait, en plus de ces observations pendant les survols des planètes, on a profité aussi par le lancement de différentes missions solaires récentes. Donc, Solar Orbiter qui a présenté Milan Maximovic ce matin, qui a été lancé donc en février 2020, et la mission, donc c'est une mission de l'ESA avec une contribution de la NASA, et la deuxième mission solaire récente, Parker Solar Probe, c'est une mission de la NASA qui a été lancé en août 2018. Et en fait, on s'est rendu compte que pendant cette phase de croisière, on pourrait profiter par la présence de Bepi-Colombo et ses différentes sondes spatiales dans l'espace interplanétaire, et donc pouvoir faire des mesures coordonnées entre Bepi, Solar Orbiter, Parker Solar Probe et d'autres missions spatiales qui sont toujours opérationnelles qui orbitent à différentes distances radiales du Soleil. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que ça permettrait d'effectuer plusieurs mesures, par exemple du vent solaire, ou d'étudier des structures émises par le Soleil, de pouvoir les mesurer à différentes distances radiales. Et donc, on pourrait étudier l'évolution, par exemple, d'un mécanisme connu dans le vent solaire qui est la turbulence. On peut étudier l'évolution des propriétés de la turbulence dans le vent solaire ou étudier les structures des nuages magnétiques qui sont éjectés par le Soleil aussi en fonction de la distance radiale. Juste un petit exemple de mesure coordonnée. En fait, pendant le dernier survol de Vénus, donc l'année dernière, en fait, c'était la première fois, donc Bepi-Colombo a survolé Vénus en août, j'ai oublié le 10 août. Oui, le 10 août. Donc, a survolé Vénus le 10 août. Et un jour avant, Solar Orbiter aussi avait survolé la planète. Et donc, pour la première fois, on pouvait avoir 2 points de mesure autour de Vénus. Vénus a été déjà visitée par plusieurs sondes spatiales, mais c'était tout le temps une seule sonde. Il y a Venus Express, Venus Orbiter. Mais là, donc Solar Orbiter a survolé Vénus. Quand Solar Orbiter était déjà à l'extérieur de la magnétosphère de Vénus dans le vent solaire, Bepi-Colombo était à l'intérieur de la magnétosphère. Et donc, on pouvait, pour la première fois, coupler ou étudier le couplage entre le vent solaire et la magnétosphère qu'on appelle induite de Vénus en 2 points. Donc, on pouvait avoir un moniteur du vent solaire externe grâce à Solar Orbiter. Ça, c'est juste un exemple de mesure qu'on a pu faire pendant ces 2 survols de Vénus. Ça, c'est
Les données sont très bruitées, mais ça, c'est les données du spectromètre de masse, où on a observé donc, la présence des protons et d'ions lourds dans la magnétogaine de Vénus. Et ça, c'est les données ondes du consortium RPW que Milan et le PI, et de un des récepteurs qu'on appelle LFR à bord de Solar Orbiter. Et là, on voit clairement, par exemple, une intensité très, très importante de l'onde à ce moment-là. Et ça, c'est quand on traverse l'onde de choc. Donc là, on est à l'intérieur de la magnétosphère de Vénus. Et ensuite, on traverse l'onde de choc et Solar Orbiter est dans le vent solaire. Et donc, je vous remercie pour votre attention. Et je vous dis stay tuned pour les prochaines survols. Et je voulais juste terminer par une vidéo. C'est une vidéo animée en fait de la mission Bepi-Colombo. Ça dure 5 minutes à peu près. Est-ce qu'on peut... Ouais. Est-ce que cela t'est déjà arrivé de te retrouver dans une situation tellement bizarre que tu avais du mal à y croire ? Me voilà assise avec 2 bons copains sur des tonnes d'explosifs, prêts à être catapultés dans l'espace par Ariane 5, l'une des plus grosses fusées jamais construites. Cela te paraît normal ? Je m'appelle Bepi, et avec Mio, qui est juste au-dessus de moi, nous allons faire un incroyable voyage à travers notre système solaire interne jusqu'à Mercure. J'allais oublier notre copain, le robot MTM, qui prendra le relais de la fusée et nous amènera jusqu'à notre destination finale. Le voyage va durer 7 ans, et chemin faisant, nous allons passer tout près d'autres planètes. Nous n'avons pas choisi Mercure pour l'hospitalité de ses paysages, mais parce que c'est une planète encore pleine de mystères à percer. Nous avons passé nos vies à nous préparer pour cette aventure historique. Nous avons travaillé très dur à l'école. Chacun de nous a un rôle à jouer dans cette mission. Même s'il n'y a que Mio et moi qui enquêterons sur les mystères de Mercure, c'est MTM, notre super moteur, qui nous y emmènera. Sans lui, nous n'irions pas loin. On peut dire la même chose de nos profs, qui nous préparent pour le lancement et notre voyage vers le Soleil. Par moments, nous allons avoir très chaud. Ce sera un peu comme travailler dans un four à pizza. MTM et moi avons dû prendre des combinaisons spéciales pour nous protéger. Mio, elle, a inventé une méthode pour ne pas avoir trop chaud sur Mercure. Elle va tourner sur elle-même pour mieux répartir la chaleur du Soleil. Mais pendant le trajet, elle devra rester à l'abri derrière un pare-soleil. En plus de faire des maths, de la physique et de la technique, nous avons appris nos langues respectives. Mio, qui vient du Japon, pose plein de questions sur les différents pays européens et leurs langues. Et moi, j'ai essayé d'apprendre un peu de japonais. Nous avons commencé à prendre conscience des différences qui existent entre nos cultures. C'est très important, car nous allons passer des années à vivre et à travailler ensemble. Pendant notre voyage, nous devrons effectuer un grand nombre de manœuvres qui exigent un entraînement poussé. Nous allons passer 1 fois près de la Terre, 2 fois près de Vénus et 6 fois près de Mercure, avant de nous y placer en orbite. Imagine, nous sommes la première mission qui va étudier la planète Mercure avec 2 sondes spatiales en même temps. 2 copines qui vont voyager ensemble pour faire un tas d'expériences. J'ai toujours été fascinée par notre destination, mais je dois dire qu'elle me faisait aussi un peu peur. Son orbite bizarre et sa proximité avec le Soleil rendent Mercure difficilement accessible. C'est même la planète la moins explorée de notre système solaire interne. Mais une nuit, tout a changé.
j'ai surmonté mes peurs et l'idée de voyager vers ce monde étrange où si peu de sondes spatiales étaient allées a commencé à me passionner. Je voulais aller voir Mercure de mes propres yeux et comprendre pourquoi elle était si différente de la Terre. Alors que nous grandissions, notre cousine Messenger a envoyé des informations sur ses découvertes sur Mercure et notre curiosité a encore augmenté. Je suis passionnée par les phénomènes géologiques, comme la formation des cratères d'impact, les éruptions volcaniques, la tectonique des plaques et la façon dont ces phénomènes transforment la composition chimique et l'aspect d'une planète en quelques milliards d'années. Mio s'intéresse plus aux champs magnétiques et aux plasmas spéciaux. Elle étudie les interactions du Soleil avec l'environnement des planètes. Nous aurons quand même un sujet d'étude commun. Nous allons enquêter chacune de notre côté sur la façon dont le vent solaire interagit avec le champ magnétique d'une planète. Mercure est une planète très exposée et nous allons pouvoir voir comment le Soleil et les petites météorites en modifient les conditions, aussi bien au niveau du sol qu'en orbite. Nous allons probablement observer de nombreux phénomènes et nous sommes impatientes d'unir nos compétences pour mieux comprendre cette planète dans son ensemble. De nombreux mystères nous attendent. C'est bientôt l'heure du départ. Power and thermal. Power and thermal go. Flight dynamics. Flight dynamics go. Com go. Peppico Lambo. Voilà.